Et puis le but de la conférence aujourd'hui, c'est de pouvoir réellement faire un point entre deux mondes qui s'opposent, notre partie retail particulière et ta partie institutionnelle. Moi c'est Thomas, ingénieur financier, passionné pour le trading algorithmique, diplômé d'une maîtrise en ingénierie financière à HEC, développeur de modèles quantitatifs à la Banque nationale, géré 7 milliards, 800 millions qui ont été investis, c'est ça, dans la stratégie que j'ai pu développer avec eux, analyse quantitatif chez Deloitte, actuellement c'est ça, donc je suis chercheur quantitatif pour un hedge fund, vraiment main dans la main que l'algorithme et l'humain avancent. Le conseil que tu pourrais leur donner justement pour passer au-delà de ces biais, arrêter de tomber dans les pièges courants. Le trading algorithmique c'est pas du tout une boule de cristal capable de prédire l'avenir. Le suivi fondamental quotidien est important dans la gestion de ton algorithme. Et on va prendre un exemple très concret de stratégie, de momentum intraday. Le backtest qui me permet de surperformer le marché. Un des plus gros flash crash de l'histoire. Développe, c'est ça, un fonds d'investissement. De quel côté tu pencherais le plus du coup? Plutôt institutionnel? Tu serais complètement capable de passer du côté obscur et vraiment la partie retail pour toi-même. Un grand plaisir, c'est ça, de continuer la collaboration. Exact, une belle collaboration qui se met en place. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc voilà, moi je suis à HEC également, et puis on s'est rencontré avec Thomas, lui qui est plutôt destiné au trading institutionnel, nous plutôt au trading retail, donc destiné aux particuliers. Et puis le but de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous présenter Thomas, sa large expérience, et puis de pouvoir réellement faire un point entre deux mondes qui s'opposent, à savoir nous, notre partie retail particulière, et ta partie institutionnelle qui se diffère sur certains points mais qui se rapproche sur beaucoup au final. Donc voilà, je vais te laisser introduire ta partie et surtout n'hésitez pas, j'ai pas le chat, mais pour ceux qui ont des questions ou quoi que ce soit tout au long de la conférence, il va y avoir des termes qui sont techniques, il est 20h aux heures françaises donc on sait que ça va être lourd en connaissances mais il va y avoir énormément de plus-value, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça va être super intéressant, mais il ne faut pas que vous restiez sur des incompris, sinon l'effet plus-value ne sera pas à la valeur de ce qui pourrait être. Commençons. Donc déjà merci à tous d'être venus aujourd'hui pour assister, c'est ça, à une petite présentation, c'est ça, de comment j'approche le trading algorithmique, c'est ça, qu'est-ce que c'est en fait, c'est ça d'abord, donc l'introduire, puis j'espère vous apporter le plus de valeur possible en 1 heure. Déjà pour commencer, l'image que vous voyez en fond, c'est pas un coucher de soleil, c'est chaque point que vous voyez sur cette image, en fait c'est un backtest qui a été roulé, c'est ça, sur des données à l'heure. Puis il y a 100 000 points, donc c'est ça, c'était juste un peu pour vous montrer que même en faisant du trading algorithmique, on peut avoir une petite touche artistique. Voilà, donc rapidement pour me présenter, je m'appelle Thomas, je suis diplômé d'une maîtrise en ingénierie financière à HEC, j'ai aussi fait une mineure de maths à l'UDM, j'ai géré la partie recherche en fait au club de trading, et j'ai aussi été analyste au fonds Banque nationale, donc ça c'est vraiment des associations étudiantes. Donc plus axé vers l'investissement et le trading. Puis ensuite, c'est ça, j'ai été développeur de modèles quantitatifs à la Banque nationale. Pendant cette période-là, c'est ça, j'ai eu la chance de développer des stratégies pour eux. Donc on avait vraiment une petite équipe, on était 3-4. Puis l'équipe, elle gérait 7 milliards. Et il y a 800 millions qui ont été investis, c'est ça, dans la stratégie que j'ai pu développer avec eux. Donc ça, c'était vraiment très formateur. Puis ensuite, j'ai été analyste quantitatif donc chez Deloitte, donc au sein de l'équipe d'ingénierie financière. Et enfin, actuellement, c'est ça, donc je suis chercheur quantitatif pour un hedge fund. Donc le trading algorithmique, c'est ça, est vraiment a toujours été un peu au centre de mes intérêts. Puis aussi, je voulais introduire cette conférence un peu avec une allégorie, une métaphore. C'est que finalement, le trading algorithmique, c'est un peu... Parce que le pilote automatique est au pilote d'avion. Donc finalement, le pilote et le pilote automatique, ils ont besoin l'un de l'autre, en fait ils fonctionnent conjointement. Donc le pilote humain, c'est ça, il va définir la destination, donc ce qui correspond à la stratégie d'investissement en trading algorithmique. Il va aussi établir les règles de vol, donc il va prendre en considération la météo. Dans le trading algorithmique, c'est ça, on va prendre aussi en considération les différentes conditions du marché. Puis quand le système est en marche, il faut que l'humain surveille le système pour qu'en cas de problème ou d'erreur, on puisse intervenir. J'en profite pour t'interrompre. La question que beaucoup se posent, l'algorithme nécessite toujours un backup humain, du moins à l'heure actuelle, même si l'IA fait de merveilleuses choses, on a toujours besoin d'un humain derrière, que ce soit une société qui gère un algorithme ou même quelqu'un qui utilise son propre algorithme. On est d'accord sur ce sujet-là. Tout à fait. Donc la place de l'humain est toujours essentielle. Quand les serveurs tombent en panne ou je sais pas, pour d'autres raisons, c'est vraiment main dans la main que l'algorithme et l'humain avancent. Je commence vraiment par une introduction un peu générique, mais après on va vraiment rentrer dans des stratégies qui vont être plus concrètes, qui vont vraiment vous faire rentrer un peu dans la face, je dirais, qu'on voit pas tous les jours du trading algorithmique.
Donc j'ai encore juste 2 slides, c'est ça, qui vont terminer d'introduire le trading algorithmique. Juste pour donner une définition, c'est tout simplement des programmes informatiques qui ont pour but d'ouvrir et de clôturer des positions de manière automatisée en se basant sur un ensemble de règles. Donc c'est vraiment ça le cœur du trading algorithmique. Puis après, en fait, toutes les questions qu'on va voir ensemble, c'est comment définir des règles de sorte à satisfaire en fait tout simplement nos objectifs d'investissement. Donc on va voir ça un peu plus tard. Finalement, c'est ça, les grands objectifs du trading algorithmique, c'est de rendre le processus plus systématique, efficace et rationnel, et se débarrasser en fait des biais humains. Donc je sais pas si vous avez déjà essayé de trader manuellement, j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Mais je pense que souvent vous êtes surpris à tomber dans certains biais. Et moi le premier, c'est ça, je pense que c'est pour ça que j'ai aussi arrêté de trader manuellement. C'est ça, c'est parce que c'est très difficile de faire face à tous ces biais. On reste humain. Donc le trading algorithmique est vraiment fait pour nous compléter. C'est ça, ça va devenir finalement un parfait exécutant de nos thèses d'investissement. Qu'est-ce qui, pour toi, de ton point de vue institutionnel, qu'est-ce qui performe davantage sur un algorithme? Quels sont les vrais avantages du trading algorithmique plutôt qu'un trader? Puisqu'on sait que de très bons traders peuvent faire du bon PNL. Évidemment, si quand on débute, on ne tombe pas dans tout ce qu'on appelle le biais cognitif. Mais est-ce que tu pourrais nous donner rapidement les avantages du trading algorithmique pour toi? Oui, bien sûr. Donc là, c'est drôle, mais j'ai l'exemple inverse. C'est-à-dire que je vois encore des endroits où les humains sont encore essentiels pour certains marchés. Okay. Donc je pense par exemple au trading de commodités. Mm-hmm. Donc en fait, il y a des moments où c'est très difficile de quantifier certaines règles. Mm-hmm. Donc là où le trading algorithmique en fait serait très difficile donc, à quantifier une stratégie, un humain, de par son intuition et son expérience des marchés, donc je parle vraiment d'un trader qui a 5-10 années d'expérience sur le marché du trading d'électricité par exemple, Mm-hmm. peut vraiment tirer son épingle du jeu encore. Okay. Donc là, c'est un peu un contre-exemple que j'ai, mais j'ai beaucoup aussi d'autres exemples où je vois que le trading algorithmique peut vraiment beaucoup aider la plupart des personnes. Déjà, juste une question de se libérer un peu une charge mentale, c'est-à-dire que devoir suivre constamment les marchés, devoir, c'est ça, constamment réagir aux nouvelles, etc., c'est quand même un grand investissement de temps. Donc c'est ça, je vois un peu le trading algorithmique comme une façon, c'est ça, de déléguer un peu les stratégies qu'on utilisait manuellement autrefois de manière automatique. Donc le gain de temps aussi, je trouve, c'est une bonne chose. Puis c'est ça, je pense que les biais, ça reste aussi le principal à se débarrasser. Je pense que c'est vraiment ce qui crée le plus de pertes chez un trader, c'est ça. Complètement le biais cognitif, le fait de voir des confluences partout, d'avoir l'impression d'excès de confiance, l'impression de comprendre le marché, et en fait, les marchés ont toujours raison. Hein. Exact. Parce qu'on a beaucoup de traders débutants, algorithmiques ou manuels dans le groupe. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner justement pour passer au-delà de ces biais, arrêter de tomber dans les pièges courants, dans la liquidité classique et arrêter de se faire sortir? Je dirais que le plus important, j'ai l'impression, en tout cas, de mon expérience, c'est vraiment d'approcher le problème avec méthodologie. C'est-à-dire vraiment d'avoir... Enfin, moi, j'aime bien approcher ce problème-là avec une sorte de... J'essaye d'avoir une rigueur scientifique. Donc c'est sûr, je l'aurai jamais à 100%, mais j'essaye de m'en rapprocher. Parce que c'est ça, c'est avec une méthodologie stricte que déjà, on peut mesurer. Donc on peut mesurer sa performance, mais on peut aussi mesurer quand ça va pas. Donc c'est par la mesure, c'est ça qu'on peut vraiment corriger ce qui se passe pas comme prévu. Puis c'est ça, donc je dirais que le plus important c'est vraiment développer une méthodologie qui se rapproche d'une méthodologie scientifique pour en fait pouvoir tirer des conclusions à chaque on va dire erreur, même si c'est plus de l'expérience. Pour revenir un peu sur une idée reçue aussi, le trading algorithmique c'est pas du tout une boule de cristal capable de prédire l'avenir. Une stratégie en fait sera jamais aussi efficace que ce que selon son développeur l'a rendu capable. C'est-à-dire qu'une mauvaise stratégie va tout aussi bien s'exécuter qu'une bonne stratégie. Donc là, c'est vraiment le rôle du développeur de créer, c'est ça tout simplement, une stratégie qui est robuste. Donc c'est ça. Ensuite, il y a des milliers de problèmes qu'on peut résoudre en trading algorithmique. La plupart du temps, on cherche pas seulement à maximiser un rendement. Donc c'est ça, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre. Puis chaque algorithme a son rôle en fait. Donc ça aussi, je pense, c'est important d'en parler. Puis aussi, je voulais juste
faire un tout petit rappel, c'est ça, comment est-ce que le trading algorithmique a évolué dans le temps. En fait, dans les années 70, on passait tout simplement les transactions par téléphone. Donc ça, c'était vraiment au début. Puis le New York Stock Exchange a vraiment introduit un mécanisme de pouvoir transiger des ordres de manière électronique. Donc ça s'appelait le Designated Order Turnaround, donc pour la culture. C'est pas encore l'avènement des stratégies algorithmiques, mais c'est vraiment le début de l'électronisation des places de marché. Donc ça a commencé ici. Puis ensuite, dans les années 80, on donnait en fait accès à certains gros joueurs du marché de pouvoir exécuter des grosses stratégies d'arbitrage, donc de manière plus automatisée. Donc juste pour définir ce que c'est l'arbitrage, en fait, tout simplement, son cœur, c'est on a une place de marché A, on a une place de marché B, on a le même titre, donc sur le marché A, le titre va se transiger, je sais pas, par exemple à $100, sur le marché B, il va se transiger à $101. Donc là, logiquement, on pourrait se dire, ok, il y a un écart de prix entre le même actif, je peux sûrement vendre en fait donc l'actif qui vaut plus cher pour acheter celui qui vaut moins cher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un arbitrage, et sa définition, c'est juste une probabilité positive, c'est ça de faire un profit à coût zéro. Donc ça c'était l'introduction du programme trading. Tu as déjà mis les mains dans le HFT, dans toutes ces stratégies d'arbitrage ou... C'est une bonne question. Non, je dirais que c'est pas vraiment à la portée de monsieur et madame tout le monde. Oui, on l'a ressenti, on a travaillé sur les HFT pendant un moment, Val pourra en témoigner, il a dû s'arracher pas mal de cheveux à creuser justement cette piste qui porte ses fruits et peut être très rentable, justement avec un taux de risque qui est très contrôlé. De notre côté, chez les particuliers, c'est pas vraiment apprécié de la part des brokers, c'est-à-dire que... Globalement, c'est code rouge et puis red flag, mais c'est des très belles possibilités aussi, ouais, effectivement. Donc c'est ça, je dirais que le high frequency trading, c'est vraiment une catégorie de stratégie qui n'est pas accessible pour la majorité des gens. Même chez les hedge funds, c'est très spécifique. Souvent, c'est une minorité d'acteurs qui ont en fait accès énormément, c'est ça, de ressources et de capitaux, qui ont vraiment optimisé leur système jusqu'à la nanoseconde. Donc c'est ça, c'est des années de R&D avec les meilleurs ingénieurs de la planète. Donc même pas possible pour moi que je puisse faire la concurrence à ce genre de choses. Je comprends pas de exact. Donc c'est ça, donc dans les années 2000, c'est vraiment le essor du HFT. Puis là, on a observé en fait une décimalisation des cotations. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc en fait, autrefois, les prix étaient en fait cotés, par exemple, c'est ça, on aurait dit, Apple valait 100 et 1/8 de dollar. Sauf que nous, aujourd'hui, on dirait, Apple valait 100, c'est ça, 100 et 100.15 dollars. Et en fait, d'ajouter des décimales jusqu'au centime, ça a vraiment permis aux acteurs du marché de pouvoir ajouter encore plus de liquidité dans les marchés parce que les prix étaient encore plus précis. Donc c'était encore plus facile donc de faire des arbitrages entre les plateformes. Donc ça a vraiment conduit à un essor de la liquidité sur les marchés. Puis enfin, c'est ça les années 2010, donc ça c'est vraiment l'essor du big data et de l'apprentissage automatique sur les marchés. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ça, c'est vraiment des algorithmes, c'est ça, qui peuvent apprendre dynamiquement des règles sur le marché, puis s'adapter en temps continu. Donc. Très, très intéressant. Et puis du coup, là, tu vas rentrer dans le cœur du sujet qui va en toucher certains dans le groupe. Comment Thomas approche une stratégie. J'en profite pour ceux qui n'ont pas le contexte. Beaucoup de membres de la communauté sont déjà au courant des projets sur lesquels on travaille. Mais voilà, l'idéal, je l'introduis, mais c'est d'expliquer comment tu approches ta stratégie, ce qui pourra donner un raisonnement méthodologique à pas mal de personnes qui travaillent déjà sur leurs algorithmes dans le groupe, puisque la conférence est principalement dédiée à notre communauté. Et puis, ça reste des idées très intéressantes pour le reste des personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, Thomas bosse sur donc, notre prochain projet. Donc, c'est l'approche que tu vas mettre en place et que tu mets, je pense, du coup, déjà en place dans tous les projets sur lesquels tu travailles. Exactement. Donc, plutôt, je parlais d'approche scientifique quand j'approche le trading algorithmique. Puis, c'est vraiment ce que je vais vous partager maintenant. Puis, j'aimerais aussi rappeler que c'est vraiment avec humilité que je vous partage ça. Donc c'est vraiment ma méthode avec mon expérience. Mais ça veut pas dire que c'est la meilleure méthode, ni que c'est une très bonne méthode. Mais c'est celle que j'ai développée au cours des années, puis qui me ressemble et qui me permet vraiment de pouvoir très facilement itérer sur mes idées.
Donc j'espère qu'au moins ça pourra vous donner à vous des idées pour créer votre propre méthodologie. Donc, je dirais que le plus important en fait avant de commencer une stratégie, c'est de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que un des pièges que j'ai souvent vu en trading algorithmique, c'est que les gens en fait ils partent de la fin. C'est-à-dire qu'ils vont partir d'un algorithme qu'ils ont vu, je sais pas, dans la recherche, ou encore qui a été enseigné à l'école comme étant l'algorithme le plus complexe et le plus puissant. Puis ensuite c'est ça, ils vont directement chercher à vouloir l'appliquer sur les marchés. Je pense pas que c'est une manière efficace de procéder, parce qu'en commençant par un algorithme qui est beaucoup trop complexe à interpréter, ben j'ai l'impression c'est ça qu'on se tire une balle dans le pied, parce que quand quelque chose va mal aller dans la stratégie, comment est-ce qu'on va faire pour diagnostiquer en fait où se trouve le problème? Est-ce que le problème se trouve dans l'indicateur qu'on a créé? Est-ce que le problème se trouve dans l'exécution de la stratégie? Est-ce que le problème se trouve dans des conditions de marché spéciales qui sont arrivées? Moi, ce que j'essaye de prêcher le plus possible, c'est de commencer le plus simple possible, et vraiment de construire une sorte de pyramide de complexité, pour qu'à chaque étape, en fait, on puisse diagnostiquer, ok, qu'est-ce qui va pas, et le corriger. C'est-à-dire de pas arriver au sommet de la pyramide et de se dire, ah mince, j'ai un problème dans ma fondation, donc je suis obligé de tout détruire et de tout reconstruire. Moi, je préfère vraiment bâtir comme des Lego petit à petit. Donc ça, c'est un peu mon approche pour ça. Puis aussi, je trouve ça très important, comme je le disais, de se poser donc des questions sur qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait avec votre algorithme que vous allez développer. C'est ça, donc, est-ce que vous avez des attentes de rendement pour les prochaines années? Est-ce que vous avez une perte maximale que vous êtes capable de tolérer sur une année, par exemple? Parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus tolérantes au risque que d'autres. Il y a des personnes pour qui, je sais pas, comme par exemple sur le marché des cryptos, perdre 70% du portefeuille peut être tolérable, parce qu'on sait que ça fait partie du marché, qui pour d'autres, ça serait justement impossible de perdre ne serait-ce que plus que, je sais pas, 20% de son portefeuille sur une année. Donc là encore, c'est des bonnes questions à se poser. Également, une question de corrélation avec l'indice. À quel point est-ce qu'on veut que la stratégie que l'on a développée soit corrélée avec l'indice? Imaginons que mon portefeuille, en fait, il soit décomposé en deux stratégies. Donc ma première stratégie, ça serait juste d'acheter l'indice, donc par exemple le SP500. Et ma deuxième stratégie, ça serait une stratégie que j'aurais développée moi, c'est ça qui aurait pour but de battre le marché. Mais imaginons que la deuxième stratégie que je développe a une corrélation de, on va dire, 95% avec l'indice. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour mon portefeuille? Parce que ce que ça signifie, ça veut dire que quand l'indice va monter, ma stratégie va également monter, mais quand l'indice va crasher, ma stratégie va également crasher. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour une diversification de mon portefeuille? Pas vraiment. C'est ça, moi j'encourage toujours un peu les sources de revenus, on va dire, indépendantes. Donc c'est ça, favoriser une certaine diversification des stratégies, je trouve que c'est important. Puis la dernière question, c'est ça, donc c'est vraiment des questions exemples, on peut se poser beaucoup plus de questions, mais c'est juste pour réfléchir ensemble. Comment est-ce que la stratégie que je vais développer, elle va s'insérer dans mes autres stratégies? Donc là, c'est un peu la même réflexion que la corrélation. C'est ça, est-ce que la stratégie que je développe est corrélée avec les autres stratégies? Moi, je vais juste te couper 2 petites minutes. Tu as une question de Soros, est-ce que tu peux nous expliquer comment gérer le risque avec le trading algorithmique? Yes, donc... Ou est-ce que ça vient après, peut-être? Ça va venir après, puis cette slide, elle va un peu y répondre aussi. Donc bonne question, on va y revenir bien assez vite. Puis c'est ça, donc ce tableau, en fait, il a pour but un peu de résumer les grands thèmes de stratégie qu'on peut choisir, en fait, dans le marché. Donc c'est pas une liste exhaustive, c'est juste des exemples. Puis en fait, c'est pour vous montrer qu'en fonction des réponses aux questions qu'on s'est posées précédemment, il y a des thèmes de stratégie qui vont plus ou moins vous convenir. Parce que par exemple, si vous cherchez vraiment des stratégies à haut rendement, très bien, pas de problème. Dit haut rendement, dit souvent tolérance au risque plus élevée. Donc c'est par exemple le cas, c'est ça, des stratégies de suivi de tendance. Donc les stratégies qu'on appelle aussi de momentum. Donc c'est vraiment un fait stylisé de ce genre de stratégie. En fait c'est ça, ce tableau-là est juste pour vous dire que en fonction de vos réponses, vous avez certainement une catégorie de stratégie qui va plus vous correspondre. Ça, donc il y a aussi l'arbitrage statistique. Donc l'arbitrage statistique
est différent de l'arbitrage que je vous ai parlé un peu plus tôt dans la conférence. Donc c'est ça, donc il y a deux types d'arbitrage en fait que je peux définir. Donc il y a l'arbitrage statique, donc c'est l'arbitrage que j'ai déjà défini. Donc c'est l'arbitrage où en fait on a une probabilité positive de faire un profit à coût nul. En fait c'est plus que positif, c'est une probabilité certaine. Et ça dépend pas d'un modèle. Alors que l'arbitrage statistique, ça veut dire qu'on a une forte probabilité, selon notre modèle statistique, de faire un profit. Donc c'est ça, il y a vraiment une différence entre les deux. C'est-à-dire que dans un cas on est certain de faire ce profit, et dans l'autre cas ça dépend de notre modèle. Donc c'est ça dépend vraiment de nos hypothèses en fait tout simplement. Puis je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la stratégie de la co-intégration. En fait ça dit simplement que en fait on va venir jouer sur la corrélation entre deux actifs. Donc si on observe que deux actifs sont très corrélés, on va faire l'hypothèse que cette corrélation elle va continuer. Puis en fait quand on va observer une déviation d'un des deux actifs, on va parier sur un retour à la moyenne. Donc c'est ça, souvent le risque il est faible, mais le potentiel de gain est aussi faible. Mais par contre le potentiel de diversification est très élevé. Donc encore une fois, si vous recherchez une stratégie qui a juste pour but de diversifier votre portefeuille, ça peut être intéressant. Puis juste c'est ça pour passer rapidement sur les deux autres types de stratégies. Donc il y a le trading de volatilité. Donc pour faire très simple en fait, sur le marché des options par exemple, donc je définirai, c'est ça un peu plus tard, ce qu'est le marché des options. Mais pour faire très simple, c'est un autre marché. Il y a des produits en fait qui vous permettent de vous exposer directement à la volatilité. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, globalement, je n'ai pas bien sous les yeux ton graphique, mais il n'y a pas de stratégie miracle où la performance est exceptionnelle et le risque ne l'est pas. Que ce soit en investissement ou en trading, je pense qu'on est d'accord sur cette chose-là. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de boule magique qui lit l'avenir. Donc voilà, il y a une corrélation entre la performance et le risque. Soit on est capable de l'accepter, soit on va chercher à avoir un profil plutôt risque averse et diversifier différentes stratégies plutôt sécuritaires. Exactement. Donc c'est ça. Donc ce tableau, il est vraiment là pour vous montrer qu'on peut pas tout avoir a priori et qu'il y a sûrement il y a sûrement des compromis à faire quand on veut choisir une stratégie, mais il y a sûrement une saveur en tout cas de thèse d'investissement qui vous correspondra plus. Donc c'était surtout le but de ce tableau-là. Une fois qu'on a choisi un peu la thèse d'investissement, là vient en fait le temps d'aller chercher des idées. Donc souvent c'est ça peut passer par la littérature scientifique, ça peut passer par des livres, ça peut passer par des blogs, ça peut passer même par du code en ligne ou même des vidéos YouTube. Donc en fait je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise source pour s'inspirer quand on veut créer une stratégie. Mais encore une fois, moi ce que je recommande, c'est vraiment de commencer par répliquer. Répliquer des choses qui ont déjà été faites. Tout simplement parce que ça vous permettra d'identifier s'il y a une erreur, de comprendre où a été cette erreur, parce que, étant donné que l'étude a été déjà faite, et que souvent on peut retrouver du code en ligne, là on peut vraiment voir, ok, là, à ce moment-là, j'ai eu un peu de difficulté pour coder l'indicateur, ou je sais pas, ou pour penser à ci, penser à ça, donc je trouve que c'est un très bon moyen de se former, en commençant par répliquer. Et encore une fois, c'est ça, je pense que le principal, c'est vraiment de commencer simple, et de bâtir la complexité petit à petit. C'est ça, une fois qu'on a fait donc cette revue de littérature et qu'on a vraiment choisi la direction où on veut s'en aller, donc là ça vient le temps d'écrire notre propre stratégie. Puis moi ce que j'aime bien c'est décomposer en gros en 3 grandes étapes l'écriture d'une stratégie. Donc en 1, il faut vraiment choisir les données, c'est ça. Donc ça souvent la sélection des données elle se fait en accord avec notre thèse d'investissement. Donc c'est ça, si par exemple je suis plus tolérant au risque, pourquoi pas aller avec des crypto-monnaies ou avec des équités. Si je suis un peu moins tolérant, c'est ça, pourquoi pas des devises. Enfin ça c'est juste à titre d'exemple parce que finalement tout dépend de l'algorithme qu'on va choisir. Pour donner un petit peu de contexte, nous on a l'habitude de travailler principalement sur les indices boursiers, notamment américains, européens, et puis une bonne partie sur le forex et les commodités. Ils essayent de découvrir un petit peu tous les marchés, et il y a des marchés qui sont plus faciles que d'autres, effectivement, plus volatiles, plus instables, surtout en ce moment avec le contexte géopolitique, mais on va pas rentrer dans ces détails-là, c'est pas le thème du jour. C'est un très bon point, c'est ça, c'est que je pense que c'est très important de connaître chacune des classes actives dans lesquelles vous voulez vous embarquer. Puis c'est pas parce qu'une classe d'actifs est très volatile que votre stratégie sera elle aussi volatile. Parce que ça va vraiment dépendre de votre stratégie. Mais je dirais que le plus important, c'est vraiment de comprendre comment votre marché fonctionne. C'est ça, est-ce que
Est-ce que votre marché, par exemple, est très sensible aux nouvelles économiques ou à certains acteurs de marché? Donc ça, c'est beaucoup de questions à se poser aussi. Mais c'est ça, une fois qu'on a choisi les données, il faut aussi choisir la fréquence avec laquelle on veut travailler des données. Est-ce que nous, on veut des données à la minute, ou est-ce qu'on veut plutôt des données à la journée? Donc encore une fois, ça c'est aussi des questions qu'il faut se poser, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut que notre stratégie, elle effectue plusieurs trades par jour? Est-ce qu'on veut plutôt avoir une approche plutôt d'investissement, on va dire, c'est-à-dire de, par exemple, avoir plutôt un portefeuille qu'on va rebalancer à la fin de chaque mois. Donc c'est un peu les opposés au niveau des fréquences. Donc il y a sûrement un juste milieu avec la journée, etc. Mais c'est ça, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux approches. Puis c'est ça, je pense que ce qu'il faut garder à l'idée, c'est que plus on utilise de la donnée qui est granulaire, c'est-à-dire de la donnée qui est à haute fréquence, donc à la minute, à la seconde, plus il va y avoir en fait de bruit dans les données. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Mais par contre c'est ça, il y a beaucoup plus, c'est ça, de finesse dans les analyses. Donc ça aussi ça peut être intéressant. Une question justement à ce niveau-là, tu as évoqué le sujet de la fondamentale. À quel point pour toi, quand tu prépares une stratégie et que tu la lances sur le marché, à quel point le suivi fondamental quotidien est important dans la gestion de ton algorithme? Est-ce que tu vas lancer une stratégie qui sera imparable à tout type de marché, alors évidemment avec ses gains et avec ses journées en perte, ce qui est normal, mais est-ce que tu vas avoir quelque chose qui est assez robuste pour tenir l'actualité et du moment qui d'ailleurs est assez volatile, mais ma question c'est ça, c'est à quel point tu accordes l'importance du suivi fondamental dans la gestion de ton algorithme, pas dans la création mais dans la gestion. Yes, c'est ça, donc ça fait vraiment référence à, c'est ça, comment est-ce qu'on a pensé notre algorithme? Finalement, c'est quoi notre thèse d'investissement? Tout part en fait, c'est ça, de comment est-ce qu'on perçoit les marchés, parce que si on pense qu'il faut une stratégie qui soit dynamique pour tirer notre épingle du jeu des marchés, là ça va être important de la rendre dynamique. Donc c'est ça, tout part encore des questions qu'on se pose. Mais encore une fois, moi j'aime bien commencer simple. C'est ça, j'aime bien commencer avec des stratégies qui vont avoir des règles fixes, tout simplement pour comprendre quand est-ce qu'elles performent, en fonction de quelles conditions de marché, et quand est-ce qu'elles vont sous-performer, donc dans quelles conditions de marché. Donc ça on va voir ça un peu plus tard dans la présentation. Je vais présenter une stratégie qui a une partie statique et une partie dynamique. En fait on va mieux comprendre les forces et les faiblesses de cette approche-là. Encore une fois, je dirais que dans toutes les étapes, c'est toujours très important de se poser des questions. On se pose toujours des questions en fait, le pourquoi est très très important. Puis souvent c'est ça, c'est pas des étapes qui sont, on est à l'étape 1, on passe 2, 3, 4, 5 et ensuite c'est terminé. Non, souvent on va être à l'étape 3, puis ensuite on va revenir à l'étape 2, puis ensuite on va repasser à l'étape 4. Donc c'est ça, donc c'est souvent des échanges entre chacune des étapes, parce que les questions qu'on va se poser vont nous faire revenir en fait plus tôt dans le raisonnement. Donc c'est ça, donc toujours très important d'essayer de comprendre en fait, c'est ça le plus important. Au même point qu'un trader manuel, c'est de la remise en question constante, c'est s'adapter au marché, et même quand on a une très bonne stratégie, le marché peut très bien changer, il faut se réadapter constamment, d'où la charge de travail que la programmation nécessite. Exactement. C'est là tout le défi en fait, et on va voir ça en fait, l'important c'est ça d'avoir des stratégies dynamiques, parce que la réalité c'est que les marchés ils changent tout le temps. Ils évoluent, le marché je dirais même que le marché d'il y a 5 ans c'est pas le même qu'aujourd'hui, tu vois, on a vu une phase Covid qui a complètement révolutionné la volatilité, et c'est vrai que le marché d'il y a 15 ans est has-been, et celui d'il y a 20 ans encore plus, donc c'est un mix à faire entre le passé, le présent et certainement le futur. Exact. Donc c'est ça, la seule constante c'est le changement. Pour répondre à la question de Soros un peu plus tôt, c'est ça, donc gérer le profil rendement-risque de la stratégie, elle peut passer aussi par des conditions de sortie qu'on va définir. Donc ça, j'imagine que la grande majorité de la communauté Apogée est familière avec ça. Donc ça va être tous les mécanismes de take profit, stop loss, ladder take profit, dynamic stop loss, etc. Donc en fait, ça va être tous des moyens où on va pouvoir en fait mettre un peu plus de contrôle sur le profil rendement-risque de la stratégie. C'est ça, pour mieux gérer tout simplement l'exécution et son risque, tout simplement. Plus tardé, on va prendre un exemple très concret de stratégie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie de momentum intraday. Donc pour définir très simplement ce qu'est le momentum, c'est tout simplement des stratégies qui font la thèse d'investissement qu'une tendance tend à continuer. C'est ça, donc
que finalement on pourrait surfer sur une sorte de vague, puis en profiter, c'est ça. Finalement, c'est ça, c'est important de rationaliser pourquoi est-ce que ça fait du sens d'observer ce genre de mécanisme dans les marchés. Donc là, il y a plusieurs explications qu'on pourrait donner. Donc une des premières, c'est la sous-réaction aux nouvelles. Les grands acteurs du marché, comme les banques par exemple, donc là je parle pas des hedge funds, mais vraiment des joueurs un peu plus lents, comme les fonds de pension, c'est ça, les banques, ne peuvent pas réagir directement à des nouvelles importantes, mais vont vraiment réagir progressivement. Puis c'est vraiment par cette réaction progressive que des plus petits acteurs, ou en tout cas des acteurs plus réactifs, peuvent profiter justement de ces effets-là. Puis encore une autre explication, donc il y aurait aussi les activités de couverture. Donc c'est ça, il y a des participants sur le marché qui ont besoin de protéger leur portefeuille. Puis en fait, ils vont être tout simplement, on va dire, un peu forcés d'acheter, c'est ça, dans des zones qui sont pas vraiment intéressantes, tout simplement juste pour protéger leur portefeuille, donc protéger leur exposition au marché. Puis souvent, c'est ça, ça va avoir pour conséquence d'amplifier certaines tendances. Donc c'est une autre des explications rationnelles derrière le mécanisme de suivi de tendance, donc le momentum. Et c'est ça, juste pour faire une aparté, dans n'importe quelle stratégie, je dirais que c'est vraiment très important d'avoir une thèse de pourquoi est-ce que cette stratégie, elle a une place dans le marché. Pourquoi est-ce qu'il y a un edge? Pourquoi est-ce que c'est ça, il y a un avantage, il y a une opportunité en fait dans le marché, c'est ça. Donc c'est important de rationaliser. C'est ça, est-ce que la rationalisation, est-ce qu'on peut toujours la faire à 100%? Pas vraiment. On peut toujours se baser sur des grands principes. Mais c'est ça, c'est important d'avoir des grandes hypothèses et d'essayer de les vérifier en tout cas. Finalement, c'est ça, la stratégie, comment est-ce qu'elle va chercher à bénéficier de ce momentum-là? C'est qu'en fait, elle va définir une sorte de zone de bruit à l'intérieur de laquelle on va dire qu'il n'y a pas de tendance. Et dès que le prix va sortir à la hausse ou à la baisse de cette zone de bruit-là, on va dire qu'il y a une tendance. Donc ça peut être une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc ça, c'est un des moyens que la stratégie utilise pour quantifier une tendance. Puis après, on va voir mathématiquement comment est-ce qu'on fait pour définir la zone de bruit. Puis c'est ça, donc ça c'est vraiment ce que je vous parlais un peu plus tôt. Donc le momentum en série temporelle, c'est ça, c'est tout simplement ce mécanisme de suivi de tendance. C'est comme un phénomène physique, un objet en mouvement qui a une accélération, va vraiment avoir une inertie, donc va continuer à rester en mouvement finalement. C'est le genre de stratégie que tu prônes dans ton approche, dans ta méthode, le suivi de tendance. Enfin, on recommande toujours plutôt d'attraper une tendance en cours que d'essayer d'attraper un couteau qui tombe, ça c'est bien connu, mais est-ce que c'est le gros de ton travail, le gros des stratégies que tu mets en place, le suivi de tendance? Je dirais que c'est un des thèmes. Ouais. Je dirais que c'est ça fait partie d'un portefeuille plus grand, diversifié. Mm-hmm. Mais justement, c'est ça, on a vu plutôt que les stratégies de suivi de tendance, elles ont un profil rendement-risque particulier. Forcément, on suit de la volatilité. Exactement, c'est ça. Donc je dirais que c'est vraiment une stratégie qui a une place très intéressante dans la grande partie des portefeuilles. Mm-hmm. Mais c'est ça, il faut rester lucide sur ces risques, justement. C'est exact. Ça, on disait que... Exact. C'est là que la gestion de risque intervient et qu'elle est très importante. Exact. Et c'est quelque chose qui s'applique notamment à la communauté Apogée qui connaît un petit peu ce mécanisme de range et de déclenchement de suivi lors du break d'un range, voilà ce qui s'équivaut au bruit dans ton explication, mais voilà, je pense que certains arrivent à suivre. Après ça doit être plus complexe pour d'autres, certains doivent voir là ta diapo avec les formules et s'inquiéter, donc il va vous rassurer, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Yes. Mais c'est ça, juste pour vous dire, les stratégies de momentum, en fait, c'est le thème en trading algorithmique le plus célèbre. Donc je dirais que quand on commence à faire des recherches, c'est souvent ce qui va revenir, en fait, dans vos recherches. C'est ce thème-là. Donc je dirais qu'être familier avec lui, c'est ça, c'est une bonne porte d'entrée pour ensuite creuser, c'est ça, d'autres thèses d'investissement. Donc oui, là, il y a des formules à l'écran, donc je vais vraiment faire de mon mieux pour les vulgariser. Donc c'est ça, dans toute stratégie, je suis désolé de vous l'annoncer, mais il y a souvent des mâts derrière. puis c'est ça, c'est extrêmement important de comprendre comment le moteur fonctionne. Donc c'est ça, je vais essayer de vous vulgariser au mieux comment le moteur de la stratégie fonctionne. Donc en fait au départ, tout commence par définir en gros une sorte de force de mouvement. Et cette force de mouvement là,
elle va être relative en fait à l'open, donc au prix de l'actif par exemple, donc au prix de, je sais pas, par exemple de Tesla, à 9h30, à l'open. Puis ensuite, c'est ça, ce qu'on va chercher à voir, c'est en prenant en fait tous les prix close de la journée, à quel point est-ce qu'en fait on va être par exemple au-dessus ou en dessous de l'open. Donc nous en fait on s'intéresse un peu à la force de l'amplitude de différence. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que l'open à 9h30 est à 100 $. Excuse-moi, 15h30 du coup, heure française. Mais c'est ça, donc si l'open est à 100 $ par exemple, et que le close à 9h31 est également à 100 $, bah, la valeur du mouvement sera de 0. C'est ça, 100 divisé par 100, donc ça fait 1 moins 1. On prend la valeur absolue de ça fait 0. Donc ça dit qu'en gros, bah, le mouvement, en fait, à la minute d'après, bah, il est pas très important. Mais par contre, si le close, c'est ça par exemple, à 15h30, il est 2 fois plus élevé que l'open, bah là le mouvement il sera de 1. Je pense que le plus important à retenir avec cet indicateur-là, c'est qu'il va seulement se concentrer sur la force du mouvement, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Parce qu'ensuite, en fait, on prend la valeur absolue de cette valeur-là. C'est ça, donc il va seulement rester la force du mouvement. Donc on s'intéresse pas à la direction positive ou négative. Donc ensuite, je pense que pour le deuxième indicateur, c'est quelque chose que vous êtes très familier avec. On va tout simplement prendre en fait une moyenne mobile de l'indicateur précédent. Donc c'est tout simplement, en fait, c'est ça, une moyenne sur par exemple, les 14 derniers jours. Mais il y a quand même un petit détail important, c'est qu'on va faire la moyenne de cet indicateur-là à la même heure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre le move d'aujourd'hui, par exemple, à 9h31, et ensuite, on va prendre les 14 derniers moves, donc des 14 derniers jours, à la même heure, donc à 9h31. On prend, c'est ça, tous les moves à la même heure. Pourquoi est-ce qu'on prend tous les moves à la même heure pour faire notre moyenne mobile? Parce qu'en fait, c'est ça, nous, ce qu'on veut voir, c'est que, est-ce que par rapport au mouvement des jours précédents, en fait, c'est ça, on veut faire une moyenne des mouvements des jours précédents à la même heure, tout simplement. Pour quantifier une sorte, c'est ça, d'amplitude de mouvement. Puis en fait, on va faire ça pour toutes les heures de la journée. Donc en fait, à la fin, on va vraiment se retrouver avec vraiment une moyenne des amplitudes sur les 14 derniers jours. Et ensuite, c'est ça, très simplement, on va venir définir à partir donc, de cette moyenne-là, une sorte de bande d'amplitude. Donc là, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais on va juste créer en fait une zone de bruit à partir de ce qu'on a défini. Ensuite, on va utiliser le VWAP, tout simplement pour gérer en gros le risque de la stratégie. En fait, on va définir des stop-loss dynamiques, tout simplement en prenant en fait le maximum entre la bande supérieure et le VWAP, et le minimum entre la bande inférieure et le VWAP. Donc, peut-être c'est un peu abstrait ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, mais je pense qu'en voyant ça visuellement, ça va être beaucoup plus simple. C'est ça, donc là c'est vraiment le graphique d'une journée type de la stratégie. Donc là, ce qu'on peut observer sur le graphique, c'est que on peut déjà très clairement voir donc, nos bandes inférieures et supérieures. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a défini comme étant la zone de bruit. On peut aussi voir le prix close, donc le prix close c'est la courbe qu'on voit en bleu. Et on peut aussi voir le VWAP, donc c'est l'indicateur que j'ai défini un peu plus tôt. Donc juste pour parler rapidement, l'indicateur du VWAP, c'est un indicateur, c'est ça qui a pour but en fait de pondérer le volume par rapport au prix. Donc je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais disons que c'est un bon indicateur pour gérer des entrées et des sorties. Puis aussi quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que dans la stratégie, on va prendre position en fait toutes les 30 minutes. C'est pas vrai que toutes les 30 minutes on va prendre position. Mais toutes les 30 minutes, si les conditions sont réunies, on va prendre position. Donc là, par exemple, ce qu'on peut voir à 10h, c'est qu'on est au-dessus de la bande supérieure. Puis c'est ça, ça veut dire que finalement, on va commencer par ouvrir une position d'achat. On peut voir, c'est ça, que cette position d'achat, elle est conservée jusqu'à 11h. Parce qu'ensuite, c'est ça, à 11h, on est repassé sous la bande supérieure. Ce qui veut dire que donc à la prochaine trentaine de minutes, donc à 11h, on va venir fermer la position. Donc là, c'était un trade perdant. C'est un trade perdant à ce moment-là. Puis ensuite, on peut voir qu'à 11h30, on recommence. On regarde, en fait, l'algorithme va regarder systématiquement. Est-ce qu'on est au-dessus de la bande supérieure? Si oui, on ouvre une position.
Sinon, on n'ouvre pas de position. Puis d'ailleurs, ce qui fonctionne à la hausse fonctionne aussi à la baisse. Donc c'est-à-dire que si le close était passé en dessous de la bande inférieure, on aurait ouvert une position short. Tout ça, c'est des choses que je pense certains, en tout cas ceux qui mettent les mains à l'intérieur de l'algorithme Ultimate qu'on propose chez Apogee, connaissent un petit peu justement cette tendance, cette time frame de réunion de confluence, ce qui s'appelle le CBR à l'intérieur de l'algorithme, Confluence Boundary Range, dans lesquels justement ils vont aller identifier un délai dans lequel les confluences sont réunies. Donc la logique continue en fait toutes les journées. Puis quelque chose aussi que je vous ai pas dit, c'est qu'on va venir fermer toutes les positions à la fin de la journée. Donc en fait ça c'est aussi en lien avec la thèse d'investissement, c'est-à-dire est-ce que nous on veut être exposé à des mouvements de marché durant la nuit. Donc c'est ça, on parle souvent de gap overnight. Exact. Ils connaissent aussi, ouais. Donc c'est ça, donc pour ceux qui connaissent pas tout simplement, c'est que les marchés, c'est ça, ils continuent à vivre la nuit. Puis il y a souvent des écarts entre la fermeture du marché et l'ouverture du marché le jour suivant. Donc pour ne pas s'exposer justement à ce genre de risque, on peut choisir de fermer toutes les positions à la fin de la journée. À la fin de la journée de trading, à la fin de la séance Exactement. institutionnelle. Exactement. Parce que du coup, leur fin de journée à eux, en tant que retail, c'est la fin de journée à 23h lorsque les marchés clôturent sur leur overnight. Exact. Et certains vont même aller chercher du overweek parfois, mais voilà, sur des stratégies institutionnelles, c'est pas. Enfin, il y a tout ce processus aussi de coût de transaction. Quand tu as une transaction qui dure plus d'une journée, plus d'une semaine, à notre échelle, ça nous impacte à la hauteur de quelques euros, quelques centaines d'euros. À l'échelle institutionnelle, les swaps, crédits, débits, c'est des choses à prendre en compte énormément parce que ça peut vraiment jouer en faveur ou en défaveur de ta position. Exact. Puis c'est ça, encore une fois, ça peut rentrer aussi dans une approche, dans une volonté en gros d'identifier les problèmes ou de mieux comprendre la stratégie. Parce que c'est ça, si on regarde les positions overnight, isoler l'effet de la stratégie va être encore plus complexe. C'est ça, est-ce que la performance de la stratégie, on la doit au gap overnight ou est-ce qu'on la doit vraiment à la force de notre stratégie? Exact. Tout simplement. Donc un conseil que je pense tu peux leur donner de par ton explication, c'est quand on veut créer une stratégie, c'est de se cantonner à une période. Je sais pas si ça se voit très clairement, mais on peut voir que les bandes en fait elles sont beaucoup plus lisses. Puis ça, ce que ça implique concrètement pour la stratégie. Ça, pourquoi est-ce qu'elles sont plus lisses? Parce qu'elles vont prendre en fait beaucoup plus de journées dans le passé pour estimer les bandes. Donc ça va être une estimation, c'est ça, beaucoup plus. Il y aura beaucoup plus de points de données, donc ça va juste être beaucoup plus lisse mécaniquement. Et donc c'est ça, ce que ça veut dire, c'est que comme on considère beaucoup plus tous les jours précédents, ce qui veut dire que quand il y aura un nouveau move qui va être calculé par la stratégie, la stratégie elle va avoir plus de. Elle va être plus lente en fait à s'adapter à ces nouveaux mouvements-là. Puis au contraire, quand on prend une fenêtre qui est plus petite, on peut voir que les bandes ici elles sont beaucoup plus rugueuses, elles sont beaucoup plus volatiles on peut dire. Puis ça en fait c'est l'opposé, c'est-à-dire que on va permettre à la stratégie d'être plus réactive parce qu'en fait elle va pouvoir prendre en considération beaucoup plus les récents mouvements. Je vais accélérer un peu. Pas de souci. Il y a des beaux graphiques qui arrivent après donc restez là. Un petit teasing. Donc c'est ça, donc un autre paramètre qu'on peut jouer avec c'est le multiplicateur de bandes. Puis là je pense que c'est très évident ce qu'on voit. C'est que plus que le multiplicateur de bandes en fait va être élevé, plus la stratégie elle va avoir du mal à détecter, à quantifier une tendance. Et à l'inverse, plus le multiplicateur de bandes va être faible, plus en fait ça va être facile de dire qu'il y a une tendance et de prendre position. Puis en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Donc je pense que vous pouvez facilement le deviner, mais quand la bande en fait est trop petite, on risque en fait de sauter sur toutes les tendances qu'on voit tout simplement. Qu'elles soient comment dire, véritables, c'est-à-dire qu'elles soient fortes. C'est ce qu'on disait hier sur les tendances franches ou les faux signaux, et exactement. Le but c'est de pas tomber dans le panneau, au même titre qu'un humain tomberait dans le biais cognitif, l'algorithme tombe justement dans les biais de plein de faux signaux inutiles. Exactement, tout à fait. Donc c'est ça, le risque c'est d'avoir des faux signaux tout simplement. C'est de dire, la stratégie nous dit d'acheter, mais la tendance elle est pas assez... Finalement la tendance s'avère qu'elle n'est pas assez forte. Puis en fait il y a un juste milieu à trouver. Finalement, c'est ça, une fois qu'on a choisi nos paramètres pour la stratégie, vient le temps de faire un backtesting. Donc c'est ça, donc pour vous rappeler ce que c'est le backtesting, ça signifie, si j'avais appliqué mes règles que j'ai définies dans le passé,
comment est-ce que ma stratégie aurait performé, tout simplement. De 2015 à 2025. Donc le graphique du dessus et ta performance, Exactement. le graphique plus foncé en dessous. Exactement. Donc la courbe noir-gris qu'on voit, c'est la performance de Tesla, qui correspond tout simplement à de l'achat, et puis on touche plus en fait de 2015 à 2025. Classique, voilà. Puis ensuite en dessous, c'est notre stratégie. Puis là, ce qu'on voit, c'est que notre stratégie en fait a moins bien performé que Tesla, de 2015 à 2025. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête là et qu'on jette l'éponge et que c'est la fin de l'analyse en fait? Est-ce que je dois rouler encore plus de backtest pour trouver en fait le backtest qui me permet de surperformer le marché? Puis moi, ce que je veux vous montrer en fait, c'est que c'est beaucoup plus complexe que de seulement surperformer Tesla. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métriques de performance et de risque qui donnent en gros une image beaucoup plus complète de ce qui s'est passé dans notre stratégie. C'est-à-dire que même si j'ai pas battu le benchmark, bah, ma stratégie elle peut présenter des avantages par rapport à simplement avoir acheté Tesla en 2015. Le benchmark, donc la courbe de Tesla en tant qu'actif pur et dur. Exactement. Donc le benchmark, c'est ce à quoi on se réfère, tout simplement. Puis là, par exemple, c'est ça, ce que je vous invite à regarder, c'est bah, déjà le total return entre le benchmark et la stratégie. Donc, pendant que Tesla a fait 1680% de 2015 à 2025, notre stratégie a fait 620%. D'accord, c'est moins bien, ok. Mais par contre, quand on regarde le drawdown, donc le drawdown, pour vous rappeler ce que c'est la distance en fait en pourcentage entre un point haut et un point bas dans notre stratégie. Votre perte en fait, latente, ouais. C'est la plus grosse distance qu'on peut trouver dans la stratégie. Et il maîtrise aussi cette notion de drawdown maximum dans la création de stratégie. Ouais. Yes. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est très différente entre notre stratégie et le benchmark. C'est-à-dire que si on avait simplement acheté Tesla, à un moment, on aurait perdu 75% de notre portefeuille. Puis dans notre stratégie, on aurait perdu environ, du 29%. Puis, est-ce que c'est vrai que n'importe quel investisseur aurait été OK de perdre 75% de son portefeuille, même si à la fin, il aurait pu potentiellement avoir un rendement de 1180%? Humainement, c'est difficile. Hein. Humainement, c'est difficile, pas sûr. C'est ça, chaque personne a son profil rendement-risque. C'est ça que je veux aussi emphaser. Puis c'est ça, je voulais aussi rapidement vous présenter quelques métriques de risque et de performance. Donc on a le Sharpe ratio, tout simplement, qui est tout simplement le rendement ajusté au risque pris, donc à la volatilité de la stratégie. Puis ensuite on a le ratio de Sortino, donc très similaire au Sharpe ratio. C'est tout simplement le rendement ajusté à la volatilité négative, donc c'est la volatilité en fait quand les rendements sont négatifs dans la stratégie. Donc souvent on va préférer un peu le Sortino parce que ça va indiquer à la stratégie comment est-ce qu'elle se débrouille dans les moments de turbulence. Puis ensuite on va avoir le Kalmar ratio, donc ça va tout simplement être le rendement annuel moyen sur le maximum drawdown. Et ensuite le profit factor, donc c'est tout simplement la somme des gains bruts sur les pertes brutes. Le plus simple donc, à comprendre pour eux. Exactement, le plus simple à comprendre, c'est ça. C'est ça, donc c'est un peu le facteur de croissance de la stratégie, on peut un peu le voir comme ça. Puis il y a aussi l'expectancy que j'ai pas mis, mais qui est très intéressant. En gros, ça veut dire que pour chaque trade, en espérance, combien je vais gagner en dollars, tout simplement. Puis là, ça veut dire que pour chaque trade que je prends, en espérant, je vais gagner 0,25 centimes, tout simplement. En fait, pour chaque dollar, c'est ça qui est mis en jeu dans ma stratégie, moi, je peux espérer gagner 0,25. Donc voilà, une fois qu'on a fait un seul backtest, on peut se poser la question, ok, super, mais j'ai deux variables, en fait, qui définissent toute ma stratégie. Pour vous rappeler, c'est ça, j'ai la taille de ma fenêtre, et j'ai aussi la taille de mon multiplicateur de bande. Donc ce graphique-là, en fait, chaque point que vous voyez, c'est un backtest qui a été roulé de 2015 à 2025, et la couleur qu'on voit, donc c'est ça, donc plus la couleur est chaude, plus ça veut dire que le Sharpe ratio est élevé, donc c'est ça, donc le ratio que j'ai défini précédemment, et plus la couleur est froide, plus ça veut dire que le Sharpe ratio est faible. Donc c'est un peu une manière visuelle d'observer en fait la performance de sa stratégie sur toute la période. C'est une modélisation qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, tu risques de les perdre. C'est yes. possible. Donc c'est ça, juste rappelez-vous que je pense le plus important,
C'est qu'il fasse chaud. C'est qu'il fasse chaud, exactement. C'est qu'on aime la chaleur. En fait, c'est ça, c'est que cette image que vous voyez là, c'est un seul point qu'on voit sur le graphique. C'était une seule combinaison. En fait, la combinaison qui avait été choisie de mémoire, c'était une bande à 1 et une fenêtre à 7. Donc, ce que je viens de vous montrer avant, c'est simplement un tout petit point sur le graphique. Puis moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe quand je fais varier tous les paramètres. Parce que je peux pas juste partir avec un seul paramètre sans avoir étudié en gros les autres combinaisons. Pourquoi pas en fait, mais voilà, moi je préfère quand même faire plus de tests. Mais cette approche, elle a quand même un problème parce que c'est quoi le risque si je prends la meilleure combinaison sur ce graphique-là? Déjà, avant de choisir la meilleure combinaison, on peut déjà voir qu'il y a des zones froides et des zones chaudes sur le graphique. Donc on peut voir que Tesla, par exemple, va préférer des fenêtres plus faibles et un multiplicateur de bandes autour de 1, on pourrait se dire, c'est un peu la zone chaude. Au contraire, quand la fenêtre est trop grande, avec un multiplicateur de bandes trop élevé, le sharp ratio a tendance à diminuer. Mais c'est ça, je peux pas simplement dire, ok, à partir de ce graphique-là, je vais prendre la meilleure combinaison, et ça va m'assurer les meilleures chances dans le futur. Ça, c'est très risqué de faire ça, parce que l'hypothèse qu'on fait, c'est que sur les 10 dernières années, la combinaison va rester la même. Mais c'est pas vrai. Dans la grande majorité des cas, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Puis on va voir, en fait, c'est ça, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans les années. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de comprendre, de faire une analyse plus fine sur qu'est-ce qui se produit, finalement, à l'intérieur des années. La solution que je voulais vous partager, c'est la validation croisée. Donc, c'est ça, les rectangles que vous voyez, tout simplement, à l'écran. Dites-vous que, en fait, j'ai fait l'exercice... j'ai fait cet exercice-là, mais pour chaque année. C'est-à-dire, au lieu de le faire de 2015 à 2025, j'ai fait l'exercice de 2016 à 2017, de 2017 à 2018, etc., etc., chaque année. Puis ensuite, vous pouvez voir que ces rectangles, ils sont séparés en deux. En fait, la première partie, c'est une partie d'entraînement de la stratégie. C'est-à-dire, on va venir tester toutes les combinaisons. Et ensuite, la partie droite du rectangle, donc la partie orange, c'est la partie de test de la stratégie. Donc, en fait, on va prendre, par exemple, c'est une des règles, on peut prendre la meilleure combinaison qu'on a trouvée à l'entraînement, et on va venir la tester dans cette période-là. Donc, par exemple, si j'ai trouvé qu'en les 6 premiers mois de 2016, la meilleure combinaison, je sais pas, c'était une fenêtre à 10 et un multiplicateur de bande à 1, je vais venir la garder la deuxième moitié de 2016. Tout simplement. Puis là, finalement, qu'est-ce qu'on veut voir dans cette étape, finalement ? C'est une constance dans les résultats. Parce que ça serait quoi le problème, en fait ? Si pendant l'entraînement... si c'est ça, imaginons que le meilleur résultat à l'entraînement, donc ça soit, comme j'ai dit, la fenêtre de 10 et de 1.0 et de 1, et que j'obtiens un sharp ratio de 3, par exemple, donc un sharp ratio, pour vous donner un ordre d'idée, de 3, c'est très élevé, mais que pendant la période de test, où je garde en fait les paramètres que j'ai trouvés, je trouve un sharp ratio, je sais pas, négatif à -1, ça voudra dire en fait que ma méthode de sélection, de prendre la meilleure combinaison, elle est dangereuse. Parce qu'en fait, ça voudra dire que ça m'assure pas du tout une constance dans les résultats. Moi, c'est ça que je veux une constance dans les résultats. Je veux que je sois capable d'avoir des résultats consistants, tout simplement, entre le test et l'entraînement. Donc là, c'est vraiment pour vous imager, très visuellement, le danger de partir avec une seule combinaison. Donc là, ce que je vous montre ici, c'est, encore une fois, ce sont une dizaine de milliers de backtests, mais l'image du haut a été faite en 2020. Là, on est sur l'active Tesla, encore une fois. Et ensuite, je viens modéliser la répartition de la performance en 2021. Puis là, l'observation, elle est très flagrante. C'est-à-dire que ma zone de combinaison gagnante en 2020 n'est pas du tout la même zone de combinaison gagnante en 2021. Donc ça montre en gros l'importance d'effectuer des analyses plus fines, de vraiment comprendre dans quelles conditions de marché la stratégie va être performante et non performante. Puis comment est-ce qu'on peut rationaliser ce qu'on voit sur ces graphiques-là ? C'est qu'en fait, pendant la Covid, c'était très important pour la stratégie d'être réactive. Donc nous,
ce qu'on voulait, en fait, intuitivement, ce qu'on peut se dire, c'est que la stratégie, elle aurait été performante avec des bandes, un multiplicateur de bandes beaucoup plus bas et une fenêtre beaucoup plus basse. Mais par contre, en 2021, si on était resté avec ces combinaisons-là, là, ça aurait été dangereux pour la stratégie. Ça démontre en fait l'importance de comprendre quand est-ce que sa stratégie, elle va surperformer, dans quelles conditions de marché. Puis encore une fois, ça devrait être en accord avec la thèse d'investissement et la compréhension de la stratégie. J'ai une question qui pourrait leur donner un axe directeur pour conclure un petit peu sur cette diapo, c'est que tu isoles uniquement année par année et du coup tu vas pas réduire ou tu... Ma transition c'est sur le fait de ne pas tomber du coup, et je pense que c'est la tienne également dans l'overfitting, la suroptimisation, mais du coup tu vas te cantonner à du backtesting année par année où tu vas de temps en temps réduire la fenêtre sur des phases isolées de marché, par exemple ce qui s'est passé au niveau macro, géopolitique. C'est une bonne question. Je dirais que l'importance de cette étape-là, en fait, c'est juste de nous permettre encore une fois de se poser les bonnes questions. C'est pas encore de choisir la bonne combinaison. Je dirais que c'est vraiment plus une sorte d'enquête, en fait, le trading algorithmique. C'est vraiment de comprendre pourquoi ma stratégie, elle va surperformer, pourquoi est-ce qu'elle va pas surperformer. Puis ça, en fait, la réponse que me donne ce graphique-là, c'est que la performance, elle est conditionnelle à certains régimes de marché. Juste annoncer pour eux juste les termes que je pense connaissent, mais des différents régimes. Le plus souvent, on peut quantifier deux types de régimes. On peut dire, on va dans un régime beaucoup plus volatile, et dans un régime beaucoup moins volatile. Donc ça, on peut le quantifier en se servant, par exemple, de l'indice de la peur. Donc je sais pas si vous êtes familier avec lui. Le VIX, ouais, je pense qu'ils connaissent, ouais, effectivement. Ouais. C'est vraiment ce que ce graphique montre, en fait. Donc ce graphique-là, en fait, il vient vous montrer que la performance, elle est conditionnelle à ce VIX que je viens de vous parler. Donc là, ce qu'on peut voir concrètement, c'est que plus le VIX va être élevé, donc plus la volatilité va être élevée, plus la performance de la stratégie va être élevée. Parce qu'en fait, on peut s'attendre à... plus la volatilité est élevée, plus on pourrait s'attendre à de la volatilité directionnelle dans le marché. Mais on peut voir, c'est ça, que quand le VIX dépasse un certain seuil, donc après 42, on peut voir que la performance a tendance à diminuer. Donc on pourrait dire que après ça, finalement, la volatilité n'est plus vraiment directionnelle, elle devient juste erratique, il n'y a plus vraiment de direction dans le momentum. Donc ça, encore une fois, c'est une façon de regarder avec des lunettes la performance de la stratégie, toujours dans l'optique de mieux comprendre, de trouver en fait des explications. Nous, c'est plus ça qu'on va chercher, on veut pas trouver une solution miracle. D'abord, on veut vraiment comprendre. Ouais, c'est vraiment ça le... Exact, on cherche les coupables. Et donc c'est ça, donc on arrive à la fin, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir montré quand même un côté un peu fun aussi du trading algorithmique, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est comme un gros jeu d'enquête, c'est ça où on peut s'amuser, c'est très... beaucoup de graphiques, finalement. On leur dit souvent que c'est important de gamifier un petit peu sa vision de la chose, que ce soit dans le trading ou dans tout. Ça donne un petit peu plus de motivation à travailler et justement d'aller chercher la découverte de la chose, de s'y intéresser vraiment complètement. Donc je pense qu'on voit tous la chose un peu de la même manière. Ouais. Yes, tout à fait. Prendre du plaisir dans le processus. Puis c'est ça, je voulais juste terminer avec des ressources pertinentes pour aller plus loin. C'est juste des quelques ressources, il y a des milliers d'axes que vous pourriez choisir pour continuer le trading algorithmique. Puis ça me fera plaisir de répondre aussi à vos questions sur le sujet. Donc voilà, je laisse ces ressources ici. Tu disais c'était quoi, un livre et puis il y avait une chaîne YouTube? C'est ça, donc c'est un papier scientifique, un livre et une chaîne YouTube. C'est ça, donc c'est juste des exemples de ressources qui peuvent vous permettre d'aller plus loin, de vous renseigner, et, très bien. Faire un premier contact avec un peu ce monde qu'est le trading algorithmique. Exactement, développer un petit peu ses compétences dans ce hobby qui est quand même un hobby qui peut nous faire gagner de l'argent. Donc c'est quand même... si on peut s'amuser et gagner de l'argent avec, exactement, effectivement, c'est la bonne conclusion à cette conférence. Moi j'ai pas de questions particulières, par contre je voulais souligner quand même la qualité de la présentation qui s'adapte un petit peu à tout le monde, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous le même niveau dans ces domaines-là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les explications, même si la slide a été formule a peut-être fait peur, effectivement. Mais ça passe par là pour un petit peu évaluer comment se comportent les marchés et pour en profiter en très long. Voilà, merci en tout cas.
Merci pour votre Merci tour. beaucoup Philippe, ça fait vraiment plaisir. Merci Philippe. Ouais, effectivement, c'était la grosse difficulté de Thomas, c'était de faire en sorte de vulgariser au maximum son vocabulaire, qui, vous en doutez, est bien plus élevé que le nôtre à ce niveau-là. C'était d'arriver à se faire comprendre et de vous expliquer sa vision de la chose. Puis, ne vous inquiétez pas, c'est ça, quand vous voyez des formules mathématiques, souvent ça prend du temps la digestion, c'est pas des choses, c'est ça, qui sont innées ou faciles à comprendre. Donc c'est ça, il n'y a aucun problème à prendre le temps, c'est ça, de construire l'intuition mathématique. Puis c'est ça, aujourd'hui avec tous les outils comme ChatGPT ou c'est ça, tous les LLM, enfin, on peut vraiment se faire aider pour vraiment décomposer, c'est ça, qu'est-ce que signifie cette équation, comment la rendre plus intuitive. Donc c'est ça, l'IA leur fait gagner beaucoup de temps dans ce domaine-là. D'ailleurs, ils ont une IA à disposition chez Apogee avec toute notre base de données. Du coup, ça leur permet d'avoir une réponse qui est complexe et en même temps adaptée à notre méthode de travail avec nos algorithmes. Donc c'est vraiment le top. Donc il y a une question de Sorouche qui demande si on peut utiliser le VIX avec le gold. Là, c'est quoi la corrélation entre le VIX et le gold? Est-ce qu'il y a comme un lien de corrélation entre les deux? Puis après, j'irai avec des outils un peu plus complexes, mais il y a des outils qu'on appelle les copules. Donc, c'est en fait des outils qui permettent de vraiment étudier pas seulement la corrélation, mais vraiment toute la structure de dépendance entre le gold et le VIX. Donc ça, c'est plus des outils statistiques un peu avancés, mais c'est ça. Encore une fois, je pense que le plus important, c'est vraiment d'approcher ça comme un problème de recherche et de trouver, en fait, c'est ça, par ses propres analyses, finalement, est-ce qu'il y a véritablement, c'est ça, un lien entre le VIX et le gold, puis de quantifier justement ces dépendances. D'un point de vue d'analyse, désolé pour ce petit souci de batterie, d'un point de vue d'analyse, on sait que le VIX c'est l'indice de peur, le gold un petit peu aussi, hein. On sait que la réaction première au marché face à l'incertitude c'est d'acheter de l'or, c'est une solution de couverture, et c'est vrai que ça peut être aussi, en tout cas plus sur une analyse humaine, évidemment, sur une analyse de trading manuel, ça peut être un indicateur qui leur permet justement de déceler un petit peu les directions de marché, quoi. Yes. Donc voilà, c'est encore une fois où l'expérience de marché est aussi très importante pour avoir des bonnes intuitions. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est important de comprendre, avant de mettre les mains dans l'algorithmique, comprendre vraiment le contexte, autant hebdomadaire que général, et comprendre les notions derrière les indicateurs, derrière les analyses, derrière les directions de marché. Donc voilà, c'est vraiment ces valeurs-là qu'on essaie d'enseigner chez Apogee. C'est pas... tout n'est pas tout beau tout rose, on sait qu'il y a des difficultés à certains moments pour comprendre, c'est aussi pour ça qu'on aime ce métier, parce que ça demande des skills que les autres ne peuvent pas forcément avoir. J'avais une question, si jamais. Oui, Simon. Peut-être un petit peu plus, merci déjà pour la présentation, très, très claire, technique, mais très intéressante malgré tout. J'ai peut-être plus sur dans les institutions. Est-ce qu'il y a encore des traders finalement qui tradent, on va dire, au téléphone et moins avec les algorithmes, et ceux qui tradent avec les algorithmes, alors combien de temps ça met à développer un algorithme? Je sais pas si vous parlez de moyenne, mais combien de temps un petit peu à peu près, combien potentiellement aussi d'algorithmes par trader, et combien d'algorithmes par banque, par institution il peut y avoir sur le marché débrouillé. Et finalement, je pense qu'il y a des algorithmes qui font des gains, il y a des algorithmes qui font des pertes, et comment on peut se manager, on va dire, dans l'institution. Je pense que c'est vraiment des bonnes questions. Je pense que tu serais vraiment surpris de savoir à quel point est-ce que le téléphone et la relation client est toujours très présente. Très présent dans certains domaines de la banque, très présent dans certains marchés, exactement. Dans certains marchés, comme par exemple le marché des commodités. Donc je pense aussi au trading d'électricité. C'est ça, la plupart du temps, c'est vraiment des négociations de gré à gré. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment ce que je disais au début de la conférence. C'est que parfois, c'est très compliqué de quantifier certains mécanismes dans le marché. C'est ça, ça va vraiment prendre un humain réactif, qui a vraiment une très bonne intuition sur son marché, pour prendre le trade. Alors, est-ce que ces traders-là, ils n'utilisent pas d'algorithme? Oui et non. Je pense que la plupart du temps, les algorithmes qu'ils utilisent, en fait, c'est plus des algorithmes de soutien.
C'est-à-dire que, par exemple, pour accélérer à eux leur prise de décision, C'est du management, quoi. ils vont tout simplement... c'est ça, en fait, les développeurs vont créer des outils 100% adaptés au trader qui répond vraiment à tous ses besoins. Puis le trader, il n'aura plus qu'à cliquer sur certains boutons pour avoir des réponses à ses questions en temps réel. Donc c'est vraiment comme ça, je te dirais que le trader, il utilise encore des algorithmes, un trader manuel. Mais bien sûr, après, il y a certaines parties de la banque où là, c'est vraiment que des algorithmes. Donc encore une fois, dans le trading à haute fréquence, là, il n'y a que des algorithmes, il n'y a aucune place à l'humain. Puis, d'ailleurs, il y a des vidéos très intéressantes dans les années, je crois, 90, où on voit un humain, en fait, qui fait du trading à haute fréquence, puis on voit déjà à quel point est-ce qu'il était rapide. Puis tu m'as aussi demandé la proportion, c'est ça, d'algorithmes par équipe. Encore une fois, ça dépend de l'équipe. Il y a des équipes, c'est ça, qui sont très mathématiques. Donc, je pense par exemple aux équipes de gestion de risque. Donc ça, il va vraiment y avoir quasiment que des algorithmes. Mais comme c'est ça disait Augustin, encore dans les sales, le manuel est encore très présent. Tu as certaines institutions, je sais pas si tu as vu passer au Royaume-Uni également, là, qui marchent toujours à la criée, vraiment à l'ancienne, c'est hilarant. Je sais pas si vous avez vu passer cette vidéo sur les réseaux, c'était passé aux infos. Et il y en a qui sont un peu réticents de l'évolution. Il paraît que ça marche, hein. J'ai regardé un peu leurs chiffres, il paraît qu'ils performent, moins évidemment avec que les banques technologiques, mais c'est fou de voir que certains aiment leur tradition. Exact. Merci pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. J'aime beaucoup la méthodologie parce qu'en fait ça me rassure un peu, c'est un peu ce que je fais. Je voulais savoir si justement ces méthodes-là, donc méthode que tu as montré, est-ce que c'est ces choses-là qui vous apprennent dans les banques institutionnelles, c'est quelque chose que toi tu as développé à côté, voilà, est-ce que c'est plus différent à côté ou ce que tu fais à côté de savoir-faire, ou est-ce que c'est les choses qui t'ont appris en Ouais, bonne question. Je te dirais, c'est ça qu'à la banque, en fait, tu vas être très restreint. Tu dois répondre à un mandat précis. Tu peux pas prendre beaucoup de liberté. Mais par contre, c'est ça ce qui va être intéressant quand tu es à la banque, c'est que ils vont te partager leur cadre méthodologique. Donc ça, c'est intéressant, c'est pour comparer ce que tu peux apprendre de manière autodidacte avec comment l'institution va penser le problème. Donc de ce côté-là, c'est ça, l'institution est intéressante, mais beaucoup de restrictions. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est vraiment en fait beaucoup de choses que j'ai développées moi-même. C'est ça la programmation, j'ai dû développer ce côté-là moi-même. C'est pas au travail que j'ai développé ça. Les mathématiques, pareil, c'est aussi moi-même. Puis... T'as une grosse part de formation autodidacte quand même dans ton cursus ? Yes. Qui reste au final très académique, parce que cette année à HEC, je pense que tu as quand même mangé pas mal de vision institutionnelle et de bridé en final sur pas mal de points. Et du coup, on va te mettre un petit peu face au mur. Qu'est-ce que tu dirais de ton point de vue de la finance, parce que du coup nous on est très retail, donc beaucoup de liberté, moins évidemment de possibilités sur certains points, mais beaucoup plus sur d'autres, puisqu'on n'est pas bridé justement en termes d'outils. De quel côté tu pencherais le plus du coup? Plutôt institutionnel, je te parle en gestion de carrière, oui, ou tu serais complètement capable de passer du côté obscur et vraiment la partie retail pour toi-même en freelance? Je pense que c'est ça, moi le choix que j'ai fait en tout cas, c'est vraiment le choix de la liberté. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment... pour moi, c'était plus important d'avoir une liberté absolue sur mes choix. Plutôt, c'est ça que d'avoir, la sécurité d'un salaire et d'avoir le côté institutionnel derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi. Je préfère, en fait, c'est ça, un peu exprimer ma créativité à travers les algorithmes que je vais pouvoir développer. Et pas être limité, c'est ça, par des contraintes d'entreprise. Ouais. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui est propre à moi-même. Mais je dirais aussi que mon programme m'a pas mal mis sur la voie. C'est sûr que l'académique et la réalité des marchés, on peut vraiment dire qu'il y a un écart entre les deux. En tout cas, le côté académique va donner la rigueur pour ensuite être performant, je dirais, sur les marchés.
Ok. Yes. Ok, bravo pour la prise de risque. Hein. On est complètement à même de cette vision retail qui amène beaucoup de liberté. Plus de risques évidemment, comme tu disais, hein, pas la sécurité de l'emploi, la sécurité du salaire, mais je pense qu'avec les bons skills et la bonne discipline à long terme, on peut aller chercher encore des salaires encore plus intéressants qu'on pourrait avoir sur la partie institutionnelle, qui reste évidemment en fonction de tes performances limitées, hein, même si on peut avoir de bonnes bourses. Hein, les primes de fin d'année peuvent être intéressantes selon les institutions. Yes, salut à tous. Écoutez, merci pour cette conférence, puisque c'est un sujet qui est vraiment en hype actuellement. Moi j'ai plusieurs questions et vous avez commencé à aborder un peu le sujet sur les derniers propos. C'était justement cette comparaison entre au niveau instit et retail. Et moi je vais déjà avoir ton retour sur ce que tu nous as bien présenté, on va dire les désavantages en retail, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément s'exprimer, notamment côté HFT par rapport aux moyens, aux ressources tout simplement. Je vais avoir ton retour là-dessus. Qu'est-ce que toi tu pourrais recommander justement au niveau des retail en termes d'algorithmique justement? Est-ce que c'est plus d'aller partir sur un trading plutôt intra ou même swing carrément, vu que le HFT est quand même limité pour nous en termes de ressources? Et toi en termes justement de développement, quel a été pour toi, on va dire, les plus gros défis de passer du côté retail, et quels sont tes axes d'amélioration et sur quoi justement tu es en train de bosser qui serait intéressant? Yes. Donc c'est ça, donc pour répondre à ta première question, donc si déjà c'est ça, on met de côté l'HFT parce que c'est un monde, on va dire, un peu hors de portée, je pense, pour la majorité des personnes, c'est vraiment un petit, comment dire, enfin, c'est autre chose, c'est ça. Je pense que ça fait vraiment référence à ce que j'ai présenté, c'est sur ton profil rendement risque. C'est-à-dire, je pense que ton profil rendement risque, en fait, il va déjà t'orienter vers est-ce que l'intraday ou est-ce que le swing va être plus intéressant pour toi? Est-ce que c'est ça? Tu serais confortable, par exemple, la nuit, d'avoir des positions ouvertes? Est-ce que tu pourrais dormir avec ça, tu vois? Donc déjà, tu vois, c'est des questions qui te mettent petit à petit sur la voie de, finalement, qu'est-ce qui est fait pour moi? Qu'est-ce qui me correspond le plus? Puis, c'est pas vrai aussi que entre l'intraday et le swing, enfin, je suis sûr que je peux avoir deux stratégies différentes qui ont le même profil rendement risque, une qui sera en intraday, une qui sera en swing. Donc ça aussi, c'est un contre-exemple. Donc, encore une fois, ça va vraiment dépendre de ton profil rendement risque et du type de stratégie que tu veux appliquer, avec lequel tu es à l'aise. Puis ensuite, c'est ça, ta deuxième question, c'était qu'est-ce que je recherche actuellement comme axe d'amélioration? C'est vrai que je cherche toujours à m'améliorer, toujours. C'est ça, quand je vois des bons chiffres sur une stratégie, je suis plus, on va dire, je suis plus stressé que satisfait. Parce que c'est ça, moi, ce qui me stresse, c'est si je suis pas capable d'expliquer pourquoi la stratégie performe. Ça, c'est très stressant. C'est sûr, c'est encore plus stressant d'avoir des mauvais résultats et de pas pouvoir les expliquer. Ça, c'est le pire. Mais c'est ça, donc je suis toujours dans une optique, je dirais, de recherche. J'inviterais, c'est ça, Jean-Rudy, à t'intéresser, par exemple, au marché des options. Parce que j'en ai pas beaucoup parlé, c'est ça, durant la conférence. En fait, c'est un marché qui va te permettre, on va dire, un peu plus mathématiquement, de définir tes probabilités de gain et tes probabilités de perte. Donc en gros, tu vas pouvoir designer un peu sur mesure ton profil rendement risque parfait, en gros. Donc moi, c'est ça, je t'inviterais juste à te renseigner sur ce marché-là, parce que moi aussi, c'est là où j'oriente un peu mes efforts dernièrement. C'est vraiment sur le marché des options, parce que je trouve que c'est un monde formidable où donc il y a beaucoup plus de finesse dans la donnée. C'est ça, parce que sur le marché des actions, par exemple sur des équités, tu vas avoir une série temporelle pour Apple, par exemple. Mais sur le marché des options, pour une série temporelle sur les actions, tu vas avoir par exemple 300 contrats d'options sur Apple. Donc tu as beaucoup plus d'informations, en tout cas c'est juste pour te dire, voilà, moi je trouve que ça a beaucoup de potentiel. On avait dit qu'on en reparlerait rapidement à la fin sur ce projet qu'on va mettre en place à l'avenir, et du coup dont qu'elle pourra découvrir prochainement, donc ce projet algorithmique qu'on va mettre en place. Mais c'est très intéressant aussi
quand on voit quelqu'un qui a tes skills, de savoir sur quoi tu travailles, est-ce que vous avez des projets en cours. Je sais que tu travailles aussi beaucoup avec Saurouge, donc voilà, qu'est-ce que c'est toi, avec tes skills actuels, ta vision dans 5 ans, dans 10 ans, de ce que tu veux faire, ce que tu veux monter, ce que tu veux mettre en place? Le plus important pour moi, je dirais que ça serait vraiment d'avoir des stratégies qui sont capables de s'adapter à différentes conditions de marché de manière automatique. Donc, juste tout simplement pour avoir la sérénité, par exemple, je sais pas, quand je serai pas devant l'ordinateur et que là je vois que le marché, par exemple, est très volatile, que ma stratégie est capable de s'adapter et de réagir positivement à certains événements. Il y a vraiment un côté institutionnel aussi que j'aimerais retrouver. Ok. Donc c'est un projet en cours avec Saurouge. Je développe, c'est ça, un fonds d'investissement avec Saurouge. Puis c'est ça, le but, c'est vraiment d'avoir des stratégies extrêmement pérennes, puis aussi efficaces. Puis c'est ça qui, mis ensemble, permet de créer un portefeuille bien diversifié. Devenir ton propre institutionnel, en fait, pour plus avoir les mêmes barrières, c'est ça un petit peu ta vision de la chose? C'est ça que les algorithmes, en fait, me permettent... c'est sûr, c'est vraiment ma passion. Mais ça aussi se ressent. Ça me permet de me libérer du temps pour aussi faire d'autres choses, et finalement, c'est... Effectivement, parce que autant ta partie de programmation prend du temps, mais après, l'avantage principal du trading algorithmique, c'est aussi le gain de temps. Au-delà de la suppression des émotions, qui a un problème pour beaucoup de traders, notamment débutants, c'est le gain de temps. Enfin, le temps n'a pas de prix dans une vie, donc moi, je pense que c'est le plus beau facteur de notre métier, c'est le ratio salaire-temps qui vraiment est très intéressant. Exact. Merci pour toutes ces plus-values que tu nous as partagées. J'espère que ça aurait pu en aider plus d'un dans sa vision de la finance, du trading algorithmique. J'espère très fortement qu'on aura l'occasion de reproduire ce genre de conférences régulièrement. Et puis pour tous les membres de la communauté Apogée, vous avez de toute façon la possibilité de nous poser des questions quotidiennement. Hein, donc on pourra évidemment rebondir sur certains points qui ont été évoqués par Thomas ou de par notre proximité pouvoir carrément lui poser la question en direct. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à la conférence. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. Puis... Merci. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, ne serait-ce qu'un peu. Puis c'est ça, n'oubliez pas que tout est possible, il n'y a pas de limite à avoir. Petit pas par petit pas, c'est un monde qui vous intéresse, tout le monde est capable d'y accéder. Merci beaucoup en tout cas Thomas pour ta présentation. Je vois des très gentils messages dans le chat, merci à vous. Merci aussi mon cher Augustin de m'avoir reçu aujourd'hui, puis... Avec plaisir. Un grand plaisir, c'est ça, de continuer la collaboration. Exact, une belle collaboration qui se met en place. Merci à vous, merci à tous. Merci. Belle soirée à tous ceux qui sont en France et bon après-midi à tous nos Canadiens.